licence de doctorat des sciences, présentée par Madame de Pellegrini, intitulée Développement d'une approche pour la réduction des pertes d'eau dans un réseau développé. Donc, présentée par Madame Dabali, avec la composition des membres du jury, en commençant par le professeur Boutakan Boudel, professeur à l'Université d'Annaba, professeur Zradia Rafi de l'Université de Paris, et votre encadreur, professeur Nassar Rachid de l'Université de Guerma, et moi-même, le professeur Amar de l'Université de Guerma. Donc, vous avez 30 à 40 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre travail. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Avant de commencer, je voudrais remercier le professeur Maawi qui m'a honoré et accepté de présider mon jury. Je suis extrêmement reconnaissante envers chacun des membres du jury pour leur présence aujourd'hui et pour avoir accepté la lourde tâche d'expertiser mon travail. Vous me faites un grand honneur en acceptant de le juger. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon directeur de thèse, le professeur Mansouri, pour son accompagnement exceptionnel tout au long de ma thèse. Votre rôle de directeur a été fondamental pour ma réussite académique. Je suis très reconnaissante pour votre soutien constant et votre précieux conseil. Je tiens également à remercier l'ensemble des personnes, familles, amis, proches qui ont participé de près ou de loin à la réussite de ma thèse. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'essentiel de mes travaux de recherche collectés dans ma thèse qui s'intitule « Développement d'une approche pour la réduction des pertes d'eau dans les réseaux d'alimentation en eau potable ». Donc, cette thèse est constituée d'une introduction générale qui donne un aperçu du problème de recherche, des buts et objectifs, un état de l'art qui a pour objectif une meilleure compréhension des méthodologies des pertes d'eau, les approches méthodologiques utilisées pour comprendre et réduire les fuites sont explorées. Une étude a été réalisée à la région de Béjara pour comprendre les pertes d'eau et explorer des opportunités de réduction des fuites dans ces réseaux. L'étude de cas a été testée et appliquée le modèle d'analyse sans flou et le modèle des panels pour prédire les fuites d'eau dans le réseau de distribution. Enfin, des recommandations et des suggestions sont présentées en résumé de l'ensemble de l'étude. Donc, l'eau potable est précieuse et rare, inégalement répartie à la surface du globe. Pour subvenir aux besoins d'une démographie mondiale galopante, sa consommation est appelée à croître de 50% d'ici 2025 dans les pays en développement et de 18% dans les pays développés. Sous l'effet des changements climatiques, cette irrégularité s'accentue avec une élévation de la température et une diminution de la pluviosité, alliée à des sécheresses plus longues, altérant avec des inondations de plus grande ampleur. L'Algérie est sujette à une irrégularité pluviométrique avec une altération aléatoire entre des années sèches et des années pluvieuses excédentaires. Donc la parade à la menace de pénurie aggravée par le changement climatique repose en partie sur l'exploitation de nouvelles sources, l'amélioration du traitement et l'allongement des distances de transport. La rareté de cet or bleu n'est pas restreinte aux pays développés, où il y a des eaux abondantes seulement, mais aussi touche même les régions pluvieuses. On parle même de crise d'eau. Cette crise est causée par plusieurs facteurs, tels que l'augmentation de la demande, la répartition inégale de l'eau et la mauvaise gestion des réseaux d'alimentation. Réduire les pertes dans les réseaux de transport et de distribution est une solution pour lutter contre la pénurie d'eau. Selon la Banque mondiale, ces pertes peuvent atteindre jusqu'à 50%, en particulier au niveau de la distribution. Donc, il est crucial d'exploiter les ressources de manière efficace tout en réduisant les pertes d'eau non génératrices de revenus, appelées le non de revenus, de non-revenus ou non-revenus autres. Pour répondre à la demande croissante en eau, il est nécessaire de se concentrer sur une gestion efficace de l'eau. Qu'est-ce qu'une perte d'eau? Donc la perte d'eau ou l'eau de non-revenu
représente l'inefficacité dans des opérations de la livraison et de mesure de l'eau dans des réseaux de traitement et de distribution. Et pour quelques systèmes, peut s'élever à une importante proportion de production totale de l'eau. Donc une eau de non-revenu, c'est une eau produite moins l'eau facturée. On a plusieurs définitions de ce terme. Donc on peut dire que c'est la différence entre l'eau fournie et l'eau vendue, c'est-à-dire le volume perdu exprimé en pourcentage. Elle peut être aussi le volume d'eau perdu par kilomètre de réseau de distribution par jour. Sinon, c'est le volume d'eau perdu par branchement par jour. Un goutte à goutte au robinet vous fait gaspiller jusqu'à 43 800 litres d'eau par an. Un mince filet d'eau au robinet vous fait gaspiller jusqu'à 130 000 litres d'eau par an. Sinon, un filet d'eau au robinet vous fait gaspiller jusqu'à 550 litres d'eau par an. Une fuite sur chasse d'eau vous fait gaspiller jusqu'à 26 litres par heure, c'est-à-dire 220 000 litres d'eau par an. Et un écoulement continu vous fait gaspiller jusqu'à 550 litres d'eau par an. Les pertes d'eau à travers le monde est estimée à 125 milliards mètres cubes par an, ce qui représente une perte économique d'un montant de 39 milliards de dollars chaque année. On peut citer quelques types de pertes, donc, qui sont les pertes physiques. Elles se constituent de fuites visibles et de fuites invisibles, et les pertes commerciales, donc elles comprennent les erreurs de comptage de consommation et les erreurs de facturation, le vol d'eau et les eaux non facturées. Le concept BABE, pour Bruce and Background Estimate, permet de différencier les fuites selon 3 étapes. Donc on a les fuites diffuses, ou les fuites non détectables. Il s'agit généralement du premier état d'une fuite, n'est pas détectable car le débit est très faible. On a aussi les fuites détectables ou non signalées, donc ne sont pas visibles en surface, mais sont détectables lors de campagnes de recherche de fuite ou de suivi des débits de sectorisation. À la fin, on a les casses manifestes ou les fuites signalées. Ils sont caractérisés par un écoulement ou par une excavation en surface. Le débit des fuites est généralement important. La distinction entre les types de fuites est cruciale, car elle détermine les actions à entreprendre en fonction de leur méthode, de leur faisabilité et de leur coût. Cette figure montre le taux de non génératrice dans différents pays dans le monde. Donc, on a 24% de pertes aux États-Unis, 38% au Brésil, 22% à la Norvège, 50% en Inde, 34% au Kenya, 51% en Indonésie, 3% en Australie et 50% en Algérie. L'ensemble des eaux de non-revenus représente 30% des volumes d'entrée des systèmes d'eau à travers le monde. Les niveaux oscillent entre environ 3 et 51%. En Europe, elle varie aussi entre 10 et 61%. L'Algérien des eaux estime que 58% de l'eau fournie par l'Algérien des eaux estime que 58% des noms de non-revenus ne sont pas facturés, avec 30% attribués aux fuites sur les réseaux physiques et le reste à une utilisation illicite. Environ 45% de la production d'eau n'est pas facturée aux usagers, en raison de fuites sur les canalisations et les conduites. Et 40% des points de raccordement à l'eau ne disposent pas de compteur, entraînant une perte d'eau non facturée. Donc réduire ces pertes à un niveau optimal devient une priorité pour une gestion durable et intégrée des ressources en eau et pour garantir l'accessibilité à l'eau à un coût abordable. Dans le cadre des débats autour de la durabilité et la rarification de l'eau et de la conservation des ressources vitales, et pour évaluer, quantifier et minimiser les pertes d'eau dans les systèmes de distribution, on a visé dans notre travail quelques objectifs essentiels. Donc, ils peuvent être l'étude des méthodologies de gestion des fuites dans les pays en développement,
l'étude des outils d'évaluation des performances des compagnies des eaux et leur applicabilité dans les pays en développement, l'évaluation de la part des fuites d'eau parmi l'eau non facturée dans les systèmes de distribution, l'évaluation de l'applicabilité de modèles d'analyse sans flou dans la répartition des pertes totales d'eau, la modélisation des débits dans le réseau avec EPANET, présenter une approche d'aide à la décision pour une meilleure gestion intégrée des fuites d'eau et présenter une nouvelle approche afin de surmonter cette difficulté. La rareté des données de mesure est une réelle entrave pour les modélisateurs. Pour permettre la mise en œuvre de l'approche proposée, la démarche suivante a été adoptée. Donc, en premier lieu, on a fait une sectorisation du réseau d'AOP, localisation du modèle le plus critique de chaque secteur, modélisation de chaque secteur par le modèle minimum NICE-FLOU, calcul des fuites à chaque nœud et estimation des pertes de chaque secteur, réalisation d'une simulation dans la prise en considération des fuites dans chaque secteur de module après modulation, identification des zones potentielles de haute pression, association à chaque secteur les types d'usagers et leurs demandes en eau, la mesure du débit et de la pression d'entrée du secteur de régulation de la zone et enfin l'optimisation du nombre de remplacements et des paramètres des vannes de régulation de pression. Pour permettre des systèmes d'alimentation en eau potable, le diagnostic des systèmes d'alimentation en eau potable évalue l'état du service et propose des solutions pour la gestion efficace de l'eau. Les principes hydrauliques de base sur un réseau d'AOP sont les débits moyens journaliers et les débits de pointe, les pressions. Donc, le réseau doit calculer et fournir une pression au sol adéquate, les rugosités, les vitesses qui doivent être entre 0,2 à 2 mètres par seconde en écoulement en charge, les pertes de charge. Donc, elles peuvent être causées par les rétrécissements, les élargissements, un changement de direction, etc. Et à la fin, les spécificités des données environnementales, donc qui se présentent en climat, la charge liée au trafic routier, la pression de l'eau, etc. La compréhension de la détérioration des conduites est essentielle pour une gestion efficace du réseau d'eau, pour un approvisionnement rentable, fiable et durable. Les phénomènes de détérioration des réseaux peuvent contenir les détériorations de la qualité de l'eau, peuvent provoquer une réduction de la capacité hydraulique, un débit de fuite élevé et des ruptures fréquentes causées par la corrosion, la dégradation du matériau. On peut citer quelques facteurs de détérioration des réseaux d'AOP, comme les facteurs physiques. Donc, elles peuvent être dans la nature des matériaux du tuyau, son épaisseur, son âge, sa pose, son diamètre, le type de joint et le revêtement intérieur et extérieur. Elles peuvent être des facteurs environnementaux, comme l'assise du tuyau, les matériaux déramblés, l'eau souterraine, le climat, le type des sols et l'activité sismique. Des facteurs opérationnels comme les fuites, la qualité de l'eau, la vitesse d'écoulement, la pression interne de l'eau et la variation de la pression. Pour gérer les pertes d'eau, des outils variés sont utilisés allant des indicateurs de performance simples aux méthodes sophistiquées de détection de fuite. Donc, les services d'eau posent plusieurs questions. Par exemple, qu'est-ce qu'un service performant? Comment des services publics peuvent-ils être considérés comme performants? Qui peut-on juger et sur quels critères? L'une des conséquences des fuites est la perte en eau. Ces pertes sont responsables de l'abaissement du rendement des réseaux de distribution dans le monde. L'intérêt apporté à la mesure de performance pour les services d'eau remonte au début des années 2000. La justification, les possibilités et les attentes liées à cet outil donc peuvent permettre aux autorités concernées d'évaluer la prestation du gestionnaire, déceler les situations anormales, orienter les actions correctives pour améliorer la performance et favoriser une communication claire entre les différents acteurs du service de distribution. Les indicateurs de performance donc, sont le rendement et les indicateurs de perte, donc qui sont l'indice linéaire de perte,
l'indice linéaire de consommation, l'indice linéaire de réparation et l'indice linéaire des volumes non comptés. Comprendre les volumes impliqués dans les réseaux d'eau potable et les indicateurs de perte est essentiel. Les principaux volumes comprennent les entrées, les distributions, les facturations, les non comptabilisés et les pertes. Donc le volume V1, c'est le volume produit dans le volume produit. Le volume V2, donc c'est le volume potable en provenance d'un service extérieur. Le volume V3, c'est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. V4 s'agit du volume mis en distribution. Le volume V4, c'est le volume introduit dans le réseau. V5, c'est le volume perdu ou le volume des pertes. V8, c'est le volume de consommation sans comptage et les V9, c'est le volume du service du réseau. Donc tout ça, c'est le volume non compté. L'établissement d'un bilan d'eau de qualité permet de suivre la réparation de l'eau en tenant compte de la consommation et des pertes. Cela permet d'identifier les actions nécessaires pour une gestion saine de l'eau. Le calcul de l'équilibre est crucial pour déterminer la quantité de pertes dans un système. Il est très important parce qu'il est la base d'évaluer le niveau de la perte d'eau pour n'importe quelle utilité. Un premier calcul indique la disponibilité et la fiabilité des données et le niveau de compréhension. Donc c'est le mécanisme pour l'évaluation. La compréhension d'un équilibre d'eau est essentielle pour prioriser des actions et des investissements. Donc les volumes introduits dans un bilan d'eau concernent les eaux de revenus et les eaux de non-revenus. Donc ces eaux comprennent l'eau facturée exportée, la consommation comptabilisée facturée, la consommation non comptabilisée facturée. Donc ça, c'est une consommation autorisée facturée. L'eau de non-revenu comprend la consommation comptabilisée non facturée et la consommation non comptabilisée non facturée. Donc c'est la consommation autorisée non facturée. Elle comprend aussi la consommation non autorisée et les erreurs de comptage. Donc ce sont les pertes apparentes. Et en dernier, elle comprend les fuites sur les conduites, les fuites sur les branchements et les fuites et débordements sur les ouvrages. Donc ce sont les pertes réelles. Donc là, ces consommations sont les consommations autorisées, les pertes apparentes et les pertes réelles, donc sont les pertes en eau. Plusieurs études ont démontré que la pression a un effet sur l'augmentation de la fréquence des bris de conduite et des bris des fuites. Ainsi, il est maintenant reconnu que la maîtrise des pertes peut être réalisée en contrôlant la pression. Certaines méthodes simples de gestion de la pression sont déjà appliquées dans certains réseaux de distribution d'eau potable, tels que la définition de zones de pression isolées et le contrôle du niveau des réservoirs. En fonction des indicateurs, le service d'eau est en mesure d'évaluer si des interventions sont nécessaires afin de réduire les pertes d'eau réelles. Tout en sachant qu'il y a des pertes d'eau réelles inévitables. Donc l'IWA, l'International Water Association et American Water Workers Association recommandent l'utilisation de l'une ou de plusieurs des 4 principales méthodes d'intervention présentées dans les 4 flèches. Leur objectif est de réduire les pertes d'eau réelles actuelles à un niveau économiquement optimal. Donc, le contrôle actif des fuites a pour but de localiser les fuites non signalées. La rapidité et la qualité des réparations ont pour but de minimiser la durée des fuites signalées et non signalées. La gestion des actifs du réseau ont pour but de réduire les pertes d'eau causées par les fuites et d'assurer la fiabilité du service. Cette méthode d'intervention inclut la sélection, l'installation, l'entretien, la réhabilitation et le remplacement des infrastructures. Et enfin, la gestion des pressions, donc elle permet la réduction des pertes qui varient selon la pression. Les avantages de la gestion de la pression sur les ressources en eau est de réduire la consommation pour diminuer le stress hydrique, réduire les coûts et minimiser les fuites et les ruptures. Donc son avantage sur les services des eaux, c'est économiser les coûts
la réduction de fuites et les ruptures. Et son avantage sur les clients, donc service plus stable, moins de problèmes chez les clients et réduction des risques sanitaires. Donc la gestion de la pression peut être une solution immédiate et peu onéreuse pour la réduction des pertes réelles d'eau dans les réseaux de distribution, même à des niveaux de pression initiale faibles. Donc le cauchemar de chaque gestionnaire d'eau potable, soit une pression trop faible sur le système d'eau potable, soit pas d'approvisionnement ou approvisionnement insuffisant au moment d'un pic de consommation ou pendant les travaux. Il existe une corrélation entre la pression et le nombre de ruptures de conduite. Une étude internationale a montré qu'une réduction de 37% de la pression moyenne entraîne une réduction de 51% du nombre de ruptures de conduite. À l'inverse, une pression élevée entraîne également une augmentation du débit de fuite. Par exemple, un trou à 5 mm, de 5 mm à une pression de 5 bars entraîne une perte de 11 520 m3 par an. Sinon, une pression abaissée à 4 bars, la perte annuelle d'eau sera réduite de 11%, donc correspondant à 1267 m3. La pression chez les utilisateurs varie en fonction de perte de charge. Dans les conduites, elle est généralement plus élevée au moment de faible consommation et plus basse lors des pics d'utilisation, comme le matin et le soir. La pression de l'eau est régulée pour éviter les ruptures de tuyaux et maintenir une pression minimale acceptable. Donc, des vannes de régulation sont utilisées pour ajuster la pression en fonction du débit et de l'heure de la journée. La relation débit de fuite-pression. Donc, l'effet de la gestion de la pression sur les fuites réelles peut réduire la fréquence des débits des fuites signalées. Elle peut aussi réduire la vitesse d'apparition des fuites non signalées, comme elle peut réduire le volume des petites diffuses. Donc, le constat initial est que le débit de fuite dépend de la pression. Plus la pression est élevée, plus le débit des fuites est important et vice-versa. Pour connaître l'influence de la pression sur le débit de fuite, l'utilisation de l'équation de débit selon la surface des ouvertures fixes et variables recommandée par l'IWA. Donc, le rapport du débit final sur le débit initial égale le rapport de la hauteur de pression finale et la hauteur de la pression initiale exposant N, qui est l'exposant de fuite. Donc, les facteurs qui peuvent être responsables de la valeur élevée de cet exposant sont le comportement du matériau de la conduite, l'hydraulique de la fuite, l'hydraulique du sol et la demande en eau. La valeur de l'exposant de fuite dans l'équation a un effet direct sur la réduction de fuite par la modulation de pression. Plus grand est l'exposant N, plus le programme de contrôle de fuite sera rentable. Donc, quand N égale à 1, une réduction de pression produit exactement la même réduction du débit de fuite, c'est-à-dire une réduction proportionnelle. Quand N est supérieur à 1, donc on a une réduction de pression produit une réduction supérieure du débit de fuite. Donc, une diminution de la pression provoque une réduction de débit de fuite qui est plus importante en proportion. Inversement, quand N est inférieur à 1, donc une réduction de la pression entraîne une réduction du débit de fuite qui est moindre en proportion. Parmi les facteurs qui ont influencé la valeur de l'exposant N, on a le matériau et la condition de la conduite, la forme et la dimension de la fuite, la pression initiale, le sol environnant. Donc, N égale 0,5, on a une fuite avec ouverture fixe. N égale 1,5, une ouverture longitudinale variable avec une conduite métallique. N égale à 2,5, donc on a une fuite avec une ouverture longitudinale et transversale variable sur une conduite non métallique. Donc cette photo illustre une conduite métallique à ouverture fixe et l'autre c'est une conduite non métallique à ouverture longitudinale. Réduire la pression inutile dans un réseau est logique et cela peut facilement être fait sans compromettre la qualité de service.
Donc, pour évaluer l'efficacité d'une méthode de gestion proposée, on effectue généralement un suivi de la pression à des nœuds spécifiques, soit le point critique que représente le nœud ayant en général la plus basse pression, soit le point représentatif du secteur qui se définit comme le nœud qui reflète par la variation de sa pression. Il y a aussi apport de la sectorisation dans la lutte contre les fuites. Donc, la sectorisation est utilisée pour effectuer un suivi quotidien des débits d'eau sur des secteurs spécifiques. Pendant la période de nuit, les débits d'eau sont relativement faibles, ce qui les rend représentatifs des débits de fuite. Le suivi de débit de nuit sur chaque secteur permet une prélocalisation initiale des fuites potentielles. Donc souvent, la sectorisation du réseau d'eau avec des valves fermées permet de déceler les fuites des débits bas. Les débits bas signalent les fuites, déclenchent une intervention uniquement lorsque nécessaire pour éviter les pertes de temps inutiles. Donc typiquement, un secteur devrait comprendre 2000 à 3000 raccordements, parfois plus dans des agglomérations urbaines denses et moins dans des zones rurales. On passe maintenant au détail du domaine d'étude de cas. En raison de la rarification de l'eau et de la nécessité de concevoir des ressources vitales, les services de l'eau doivent faire face au défi de la perte d'eau dans les réseaux de distribution. La réduction des pertes non comptabilisées d'eau représente un enjeu considérable pour assurer la durabilité et la gestion des réseaux de distribution. La problématique de recherche se concentre sur l'estimation, la localisation et la gestion des pertes d'eau en vue de pérenniser la gestion des réseaux de distribution et de limiter les prélèvements illicites. Il y a une possibilité d'une estimation et quantification des pertes du réseau à l'aide d'une modélisation statistique et quelles sont les mesures à entreprendre pour les gérer. Donc pour cela, il faut localiser, estimer et quantifier et quelles sont les mesures à entreprendre. À ce moment-là, des travaux ont été menés qui se répartissent suivant notre plan de travail. Donc, on a sectorisé, on a diagnostiqué notre réseau de distribution, modélisation et estimation des pertes, gestion des pertes de pression, modélisation et comparaison des deux modèles entre le modèle d'étalonnage avec les résultats estimés à partir de la méthode de minimum night flow. Dans cette section, la méthodologie est appliquée à un réseau réel situé au nord-est de l'Algérie, Wilaya de Guelma. C'est le réseau de la commune de Benjabar, d'une superficie de 4,49 km². Le nombre total d'abonnés est de 1923 habitants avec une longueur de réseau de 36 km. Le débit moyen du système est d'environ 2174 m3 par jour. Le synoptique de sectorisation de ce dernier est constitué de 3 secteurs qui constituent un total de 482 connexions résidentielles dans le premier secteur, 375 connexions résidentielles dans le deuxième secteur et 235 connexions résidentielles dans le troisième secteur. Chaque secteur alimenté par une conduite d'adduction en PEHD en diamètre respectivement 150 et 200 mm arrivé au réservoir semi-enterré de 1500 m3 alimenté par pompage. En fait, le réseau adopté est un réseau mixte maillé dans son parcours secondaire et ramifié dans ses branchements tertiaires. Il comprend 270 nœuds. En général, 4 indicateurs sont communément utilisés pour définir le caractère du réseau d'AOP: le rendement, la densité d'abonnés, l'indice linéaire de perte, l'indice linéaire de consommation. Suite au manque de données nécessaires pour pouvoir calculer l'ensemble des indicateurs présentés auparavant, on se limite au calcul des indicateurs présentés dans ce tableau. Donc ces indicateurs sont étalés sur 4 années du 2016 à 2019. Le rendement du réseau est mauvais et se dégrade au fur et à mesure. Il passe de 73% en 2017 à 58% en 2019. D'autre part, le rendement moyen depuis 2016 est de 56%. La tendance d'évolution est en nette régression. Un rendement moyen de 70% est loin d'être atteint.
L'indice linéaire de perte de consommation a subi une augmentation depuis l'année 2017 pour atteindre 12,66 à la fin de l'année 2019. D'après le référentiel, il est de type intermédiaire. D'après l'indice linéaire de consommation, donc l'indice linéaire de perte est mauvais durant les 4 années. Donc, de 2016 à 2017. L'indice linéaire de production et l'indice linéaire de volume non compté, donc s'évoluent progressivement. Les étapes de la démarche sont décrites dans l'organigramme suivant. Donc, en premier lieu, on a sectorisé le réseau. Deuxième, on a localisé le nœud le plus critique de chaque secteur où la pression ayant la fuite la plus élevée. Modéliser chaque secteur par la méthode MNF. Calculer la fuite de chaque nœud et estimer les pertes de chaque secteur. Construire un modèle sans fuite dans chaque secteur après modulation et à la fin, valider le modèle. Donc, l'idée est de développer un modèle qui peut être utilisé pour la gestion de la pression plutôt que pour estimer les fuites du fond invisibles et indétectables dans les réseaux. Donc, cette figure montre le modèle EPANET pour les 3 secteurs avec les points surveillés, permettant ainsi la simulation du réseau grâce à la collecte complète des données. Donc, la simulation du réseau révèle un déséquilibre et des problèmes de surpression. Elle dépasse les 60 mètres, ce qui influence les fuites d'eau. Une analyse approfondie et des ajustements sont nécessaires pour réguler la pression et réduire les anomalies. Afin de mener à bien notre étude et d'essayer de trouver la meilleure solution pour estimer les pertes physiques ou les débits de fuite au réseau de Benjabar, nous avons décidé d'utiliser la méthode du minimum night flow, qui consiste à mesurer le débit minimum de nuit. Donc la technique de cette méthode et de mesure est utilisée pour gérer les fuites dans un réseau de distribution, consiste à estimer ces fuites lorsque le débit atteint son minimum. Ces fuites sont généralement plus importantes pendant la nuit, entre minuit et 4 heures, lorsque la demande des clients est au minimum. Le minimum night flow est le débit le plus faible enregistré pendant 24 heures dans une zone d'approvisionnement en eau, à la condition de la disponibilité d'eau soit adéquate pour répondre aux besoins. Le volume quotidien des pertes réelles est donné par l'équation suivante. Donc, les pertes réelles sont égales au facteur jour-nuit fois le débit minimum de nuit, UMNF. Le facteur jour-nuit égal à la somme algébrique des pressions, du rapport des pressions moyennes dans un point observé sur la pression moyenne pendant la consommation nocturne exposant de fuite, qui est calculée par cette formule. La régression est une méthode statique utilisée pour trouver une relation entre 2 ou plusieurs variables. Elle permet de faire des prédictions ou des estimations, donc basées sur ces relations. Son principe est de trouver la meilleure relation mathématique entre une variable dépendante, une ou plusieurs variables dépendantes et indépendantes. Donc là, nous avons opté pour une fonction de type puissance. Donc, on a fait le débit en fonction de la pression. La méthodologie minimum night flow est appliquée sur le système du réseau étudié sur EPANET. Donc, le suivi du débit nocturne moyen hebdomadaire a montré une corrélation entre le débit de fuite et la pression. Une augmentation significative de la pression a entraîné une forte augmentation du débit, indiquant l'apparition de nouvelles fuites. Ainsi, l'impact de la pression sur les fuites a été confirmé. Nous utilisons des mesures de débit nocturne entre 1h et 5h au point surveillé de chaque secteur. Les mesures sont prises toutes les 30 minutes pour obtenir des variations de débit de la pression. Donc cette figure illustre les graphiques Excel donc du modèle du débit nocturne des points critiques des 3 secteurs, donc la fuite en fonction de la pression. Le graphique présentant le coefficient de corrélation R au carré le plus élevé, proche de 1, a été adopté comme celui indiquant une bonne relation. Les vannes aval ont été installées pour créer des perturbations dans les systèmes.
permettant ainsi l'estimation de la valeur de N1, qui est le facteur de l'exposant de fuite. Les enregistreurs de données ont été utilisés pour collecter les valeurs de pression horaire au point critique. Donc, on a calculé les facteurs de fuite. On a N1 supérieur à 1, en l'occurrence, une réduction de pression produit une réduction supérieure du débit de fuite, c'est-à-dire une diminution de la pression provoque une réduction de fuite qui est plus importante en proportion. Les facteurs jour et nuit et la perte réelle sont calculés à partir de MNF ou de la méthode minimum night flow, d'après les équations précédentes. Donc, les pertes d'eau dans le secteur 1 égale à 25%, donc dans le secteur 2, ils sont estimés à 45% et dans le troisième secteur, ils sont estimés à 30%. On passe à la gestion de la pression. Après avoir identifié les problèmes du réseau de Péjara liés aux fuites et aux pertes causées par des pressions élevées, nous avons clairement observé une corrélation entre le débit de fuite et la pression. Par ailleurs, l'impact de la pression sur l'apparition des fuites a été confirmé par une forte augmentation du débit, liée à une ou plusieurs nouvelles fuites lorsque la pression a été augmentée de manière significative. Une bonne gestion de la pression peut être un outil efficace de réduction des pertes dans un réseau de distribution d'eau. Les pressions maximales peuvent avoir une incidence importante sur la vitesse à laquelle les fuites se produisent. Donc la gestion de la pression s'agit principalement de la modulation de pression. Le contrôle du débit de fuite par la modulation de la pression consiste à réduire la pression de la valeur P1 à la valeur P2. Donc les simulations des scénarios de régulation de pression sur EPANET ont été effectuées et nous présentons les résultats avant et après modulation en termes de pression et de fuite. Nous remarquons à l'issue de la figure ci-dessus qu'avant l'élaboration de la modulation de pression est mixée dans la pression dans la majeure partie du réseau qui atteignent les 70 mètres. Des vannes modulatrices de pression ont été installées et manipulées à l'entrée de chaque secteur, donc pour créer des perturbations. Les valeurs de pression horaires des points critiques enregistrés par des enregistreurs de données ont été utilisés. Il a été installé des capteurs de pression continue pour chaque groupe de canalisation. D'après la figure illustrée ci-après, les pressions sont devenues moins importantes après l'élaboration de la modulation de pression. Nous remarquons des pressions moins de 35 mètres. Suite à la modulation de pression, nous observons une diminution significative de consignes de pression à la sortie des modulateurs et au point critique. Cela traduit une diminution du débit de fuite et la fréquence de casse de conduite. Après avoir ajusté le modèle du réseau, nous prévoyons les pertes physiques avec et après la modulation de pression pour évaluer son efficacité. Le modèle nous permet de prédire ces pertes et de comparer les résultats avec les calculs précédents. Donc le constat initial est que le débit de fuite dépend de la pression. Comme on a dit tout à l'heure, plus la pression est élevée, plus le débit de fuite est important. Donc le diagramme de débit représente le résultat des trois valeurs simulées, observées, simulées et calibrées dans les trois secteurs. Donc dans le premier secteur ou dans le premier point critique, dans le deuxième point critique et dans le troisième point critique. Donc on remarque que le secteur calibré C montre qu'une demande réduite ou une pression satisfaisante dans les points critiques, contrairement aux autres modèles observés A et simulés B qui présentent des demandes excessives et des pressions élevées. Cette demande réduite et pression satisfaisante grâce à la modulation de pression par une vanne modulatrice. Donc, le modèle Saint-Flou est développé par la Commission de recherche sur l'eau d'Afrique du Sud pour analyser les débits et les pressions dans les zones de gestion. Le modèle nécessite des relevés de débit de pression et des variables d'infrastructure de base pour analyser les pertes d'eau.
Le modèle utilise des débits nocturnes excédentaires pour calculer les pertes réelles selon une méthode spécifique. Donc le débit nocturne minimal attendu égale les pertes de fonds plus la demande nocturne normale. Le débit nocturne excédentaire égale le MNF, minimum night flow mesuré, moins le débit nocturne minimum attendu, et les fuites égale les eaux non les débits nocturnes excédentaires fois le facteur heure-jour fois 30 jours par mois. Donc, l'estimation des pertes, des fuites avant et après modulation par le modèle Saint-Flou, dont les trois secteurs avant et après la modulation, donc dans le deuxième secteur avant et après, et dans le troisième secteur. Saint-Flou nous a permis d'analyser chaque secteur avant et après calibrage et nous a donné des résultats satisfaisants qui nous montrent une diminution remarquable de des pertes de fonds après modulation, ce qui permet de protéger chaque secteur du réseau et de minimiser les fuites, ce qui implique une validation du résultat obtenu des données appliquées sur AppEpanet Calibrator. Donc, en conclusion générale, on peut conclure que l'approvisionnement en eau potable reste une problématique majeure dans de nombreux pays en développement. La réduction des pertes d'eau dans les réseaux de distribution est cruciale pour assurer la durabilité de l'eau. Dans cette étude, une approche innovante a été proposée pour gérer les fuites d'eau en différenciant les fuites diffuses des fuites non repérées. La gestion de la pression et la recherche de fuites sont des moyens efficaces pour réduire ces pertes. Différentes méthodologies et outils ont été utilisés pour minimiser les pertes d'eau, notamment l'utilisation du modèle d'analyse du débit nocturne sud-africain. Une étude de cas a été réalisée dans une municipalité semi-urbaine en Algérie, montrant une forte proportion d'eau de non revenus. Des mesures de débit minimal nocturne ont été effectuées pour identifier les fuites et la pression a été modulée pour réduire les pertes. Et enfin, les résultats ont démontré l'importance de la pression dans l'apparition des fuites et ont permis d'obtenir une réduction significative des pertes d'eau. En perspective, nous souhaitons développer ce travail très utile pour les gestionnaires de la quantité et la qualité de l'eau, leur permettant ainsi une prise de décision afin d'éviter le déficit qui aura lieu dans le futur et préserver la qualité de l'eau. Les principaux leviers pour améliorer l'approvisionnement en eau potable sont la réduction des pertes physiques, l'optimisation du fonctionnement hydraulique des réseaux, la lutte contre les pertes apparentes et le gaspillage, ainsi que la rationalisation des consommations. La sectorisation du réseau et la surveillance régulière des fuites sont également des approches efficaces et la mesure précise du volume d'eau entrant dans le système et le contrôle de la pression sont des éléments clés pour une gestion optimale des pertes d'eau. Et merci pour votre attention. Merci pour la clarté de votre exposé. Sans tarder, je passe la parole pour votre premier examinateur, le professeur Boudrab Abouda de l'Université d'Amman. Salam alaikum. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Mansour Rachid qui m'a invité à être un membre expert de la thèse doctorale de Mme Dorban et Myriam. Je remercie aussi l'Université de Galma. C'est l'occasion de rencontrer les Chirté et M. Mansour et mes collègues Zradnia et M. Maawi. Aussi, j'ai le plaisir d'examiner le travail de thèse de Dorban et Myriam, qui était mon étudiante à Nava. C'est une belle occasion pour rencontrer beaucoup de collègues. Tout d'abord, je commencerai par féliciter la candidate. Pour la clarté de son exposé, la qualité de son oration. Elle est vraiment, on a perdu ses qualités dans beaucoup de nos candidats. Et ça démontre vos acquis en enseignement. Je suppose que vous êtes une bonne enseignante.
D'après ce que. C'est-à-dire, vous arrivez à vous faire entendre, ce qui est très important. Je commencerai par quelques remarques méthodologiques et après, pas de questions, mais de discussions. Le sujet est très important. L'approche, elle est louable. Vous avez fait un bon travail. Même, vous pouvez l'améliorer plus en continuité. Principalement, de mon côté, on voit peu de travaux dans le domaine de l'AOP et sur le côté hydraulique. Vraiment, c'est très. Je suis très content de voir un travail dans cette optique-là. Même la soutenance qui a été avant, c'était pratiquement un thème. Vraiment, c'est quelque chose qu'on doit saluer, qu'on doit encourager. C'est très difficile vu l'accès aux données, vu certains aspects de la mobilisation. On n'a pas encore en Algérie. Juste deux remarques du point de vue méthodologique. En lisant votre manuscrit, votre manuscrit de thèse, pratiquement 90 pages biblio, 80 pages, c'est votre contribution. La même chose, par exemple, dans le diapo, on a 42 diapositifs, pratiquement de la biblio, 25% de votre travail, vos résultats. Il faudrait inverser. Il faudrait mettre un tiers biblio, 2 tiers, pour faire valoir et pour montrer plus votre travail, un tiers biblio, 2 tiers de vos résultats, de vos travaux. Maximum 40, 60, c'est le maximum qu'on peut accepter. Juste une petite remarque, le résumé, vous avez énoncé dans le résumé en français ou en anglais, à partir duquel les pertes en eau ont été estimées en pourcentage. Il n'y a pas de valeur. Juste, il faut rajouter peut-être, vous avez dit 50%, je pense, en Algérie. Le texte, mais dans le résumé, ce n'est pas écrit. Juste à rajouter la valeur. Aussi, les mots-clés, vous avez mis presque 8 mots-clés, des mots-clés composés de mots. La règle, c'est ne pas dépasser 4 mots-clés, ou choisir les mots-clés les plus pertinents. Aussi, rajouter le site d'étude dans les mots-clés. Ça paraît un petit peu important pour. Quand on fait une recherche bibliographique, on sait soit c'est l'Algérie, soit c'est le Ghana. Et à la page 35, la figure, il y a certaines parties qui sont cachées dans le texte qui n'apparaissent pas. Il faudrait juste refaire pour qu'elle apparaisse dans la page 65. Page 72, page 72 PDF, je pense. Juste quelques remarques comme ça. Dans le fichier PDF, page 72, c'est. Stratégie recommandée par l'Iran. Il y a une figure, vous avez mentionné dans le titre de la figure notre traduction. C'est-à-dire le titre, notre traduction. Il est traduit, le titre. Oui, mais on ne met pas dans le titre traduction, c'est-à-dire le titre de la figure, traduction. Il faut mettre le titre en français et tirer de, juste la référence. Ne pas mettre traduction. C'est quelle page 72. 72, c'est ça. 72 en PDF. En PDF. D'accord. Ne pas mettre le mot traduction. Aussi, vous avez dans la page 70, page 113, le débit incendie, vous avez mis 12 litres secondes. Je pense que nous, on adopte 117 litres secondes. Et 17. Dans le texte, c'est écrit 12. Juste pour corriger. 17 litres. 120. Oui. Pour nous donner 120 mètres cubes 120 mètres dans 2 cubes. heures. Dans 2 heures, on a. C'est juste. C'est des petits détails. D'habitude, je ne parle pas de ça, mais juste parce que c'est important. Pour rendre plus
c'est-à-dire pour plus valoriser votre document. Et dans la page 115, une figure, je pense que 115 dans le document, pas dans le voilà. L'évolution mensuelle du volume produit par la commune d'Al-Jabra. Vous avez des valeurs pour 2016 élevées en janvier, février et mars. J'aimerais bien, y a-t-il une explication à ça? 2016 pour l'année 2016. Donc pour l'année 2016, on a pratiquement dans tous les volumes. En 2016, on a une augmentation. Après, en 2017, 2019, 2019, il y a eu une baisse. Donc là, en 2017, déjà, le réseau était rénové. Oui. En bas, il s'était dégradé. En 2017, 18, 19, il s'était dégradé. Donc pratiquement dans tous les graphes, on trouve que dans l'année 2016, on a une augmentation à n'importe quel point. Ensuite, il va se dégrader. Parce qu'on a les mêmes valeurs tous les mois, sauf les 3 mois de 2016. Il y a pas que les 3 mois de 2016. Ce sont des données par l'ADE. Je pense peut-être qu'il y a une erreur. Non, justement, le point vert, dès que la remarque, dès que c'est un volume produit. Ils ont produit en 2016. En 2016, voilà. Ils ont diminué la production. Et parce qu'en 2016, janvier, février, mars, pratiquement c'est la période d'hiver. Et généralement la production est plus faible. Quand j'étais en été, peut-être bon. Et nous les ressources peut-être. Bien, c'est juste pour la suite des figures 4, 10, 4, 11, 4, 12, 4, 13, 4, 14, 4, 15. C'est la même chose. Vous avez toujours le tableau et puis la figure. Pratiquement, c'est les mêmes informations dans les deux. Le tableau et la figure, c'est les mêmes informations. Et même encore plus, vous reportez les valeurs du tableau dans la figure. On peut dire les valeurs. Pour ne pas charger le document, soit vous maintenez le tableau, maintenez la figure, parce qu'il y a la même information. Voilà. Dans le diapo 14, vous avez dit 50% non facturé ou non facturé, 30% fuite. Dans votre document ou dans votre présentation, c'est-à-dire il y a deux termes qui apparaissent souvent. Eau non facturée et eau de fuite. Voilà. 58% non facturé, 30% de Non, fuite. 30% est fuite. Ouais. Cette notion de non facturé et eau fuite, on la retrouve beaucoup dans votre document. Et en fin de compte, j'aimerais bien éclaircir ça. Vous axez votre travail, est-ce que sur la détection des fuites et la réduction des fuites, ou sur la détection de l'eau non facturée? Il y a normalement, c'est la détection, enfin, c'est pas la détection des fuites, c'est pas vraiment la détection des fuites. C'est comment localiser une fuite. La localiser ou la l'estimer. D'accord? Donc, et il y a une grande nuance, une grande différence entre une eau non facturée et une eau de fuite. Bien sûr. Déjà, l'eau non facturée, l'eau de non-revenu. L'eau de non-revenu. Donc, elle comprend deux types. Les pertes réelles et les pertes commerciales. Ouais. Donc, dans les pertes commerciales, il y a les fuites. Où il y a les fuites, les débordements des réservoirs, les fuites dans les branchements, dans les raccordements, etc. Et pour la DUE, pour l'Algérienne des eaux. Est-ce qu'elle fait une différence entre eau de fuite et eau non facturée? Oui, bien sûr. D'accord. Et Il comment n'y a pas de différence. Je pense il n'y a pas de différence parce que, bon, je me cache pour la DUE. Non, juste
il y a vraiment, on ne peut pas quantifier. D'ailleurs, ils n'arrivent pas à quantifier l'eau produite. Ça m'étonnerait que même l'eau produite, la quantité d'eau produite, ils n'ont pas de compteur pour vraiment. Il y a une mesure fiable de l'eau produite. Alors, l'eau non facturée, c'est très difficile de la quantifier. Ils n'ont pas des compteurs ou des instruments de mesure qui sont installés sur le réseau. Et alors, détecter la fuite, c'est encore plus compliqué. Parce que la majorité des fuites sont invisibles. C'est difficile de faire. S'ils connaissaient, s'ils savaient où ça fuitait, ils pouvaient les réparer. D'ailleurs, c'est un sujet très complexe, c'est très important. Et même le taux, ces pourcentages-là, on peut vraiment dire que vraiment les pourcentages en Algérie sont plus supérieurs à ces valeurs-là, à 30%. Pour la détection des fuites, Madame Lavanne, est-ce que, à part la technique de sectorisation, y a-t-il d'autres techniques qu'on peut utiliser? Pour la détection, oui. On a les méthodes, le gaz traceur, Oui. La télédétection. Donc il y a plusieurs techniques de détection des fuites. Principalement, vous avez axé votre travail sur la sectorisation. Pourquoi ça, cette... La sectorisation, c'est une méthode de gérer les fuites. C'est une méthode. Oui. D'accord? Donc c'est une méthode. On a pour la gestion de pression, et pour réduire les pertes, c'est la gestion de pression et la sectorisation. Oui. Donc j'ai préféré, dans le cadre de mon travail, j'ai utilisé la sectorisation. C'est-à-dire pourquoi ce choix? Parce qu'on n'a pas de moyens pour détecter les fuites. Voilà. On n'a pas de moyens. Je pense même en Algérie, on n'a pas la possibilité de détecter les fuites. Ni la Dieu, ni même à Alger ou à Oran, où il y a la gestion des fuites, ils n'arrivent à détecter les fuites. Mesure de pression. Sinon, c'est vraiment. Quel est un autre aspect? Vous avez parlé de lister ce qui cause des fuites. C'est un autre paramètre. La manière de gestion, la manière de gérer le réseau, d'exploiter le réseau de l'ADE, elle génère aussi des fuites. C'est-à-dire qu'il gère le réseau d'une manière vraiment atypique. Atypique. C'est-à-dire que dans ce qu'on enseigne à nos étudiants, on enseigne des méthodes de dimensionnement et d'exploitation des réseaux qui sont sous pression 24 heures sur 24 heures. Et la réalité de l'exploitation, elle est autre. On n'arrive pas à faire la distribution qu'on suffit. Donc actuellement, on est à 1 sur 4. 1 sur 4, c'est vraiment. C'est-à-dire qu'on crée des problèmes, des perturbations sur le réseau qui génèrent beaucoup de problèmes. C'est la modélisation dans votre modélisation. Vous avez fait une modélisation des réseaux d'AOP de la commune de Besjara. Quels sont les diamètres, à partir de quel diamètre vous avez pris? Quel est l'ordre de grandeur du diamètre que vous avez pris dans la modélisation? Dans la distribution. Oui. Dans la distribution. Il y a des diamètres de 63. Oui. Je pense un diamètre de 90. Il y a plus de 100. Diamètre 100. Généralement, dans ce type de modélisation, on prend les diamètres qui sont supérieurs à 100, à 90 ou 100. Il y a des faibles diamètres, c'est-à-dire on ne les considère pas. Peut-être que le réseau n'est pas grand, c'est-à-dire ça facilite un petit peu la modélisation. Mais pour un grand réseau, on prend uniquement les grands diamètres, les grandes mesures, les grandes mailles pour les étudier. Pourquoi la méthode nocturne? Pourquoi on a, c'est-à-dire vous avez dit tout à l'heure, la méthode minimum maximum. Oui, on a utilisé la méthode de fuite nocturne. Pourquoi on utilise cette méthode? Pourquoi on fait la mesure entre minuit et 4 heures du matin? La méthode consiste à faire
un enregistrement du débit de minuit à 4 heures. Parce qu'à minuit jusqu'à 4 heures, il n'y a pas de consommation. Voilà. Il n'y a pas de consommation. Et pratiquement, la méthode MNF a des conditions. Il faut que dans cette zone, il n'y a pas, par exemple, des usines ou des grands consommateurs. Donc, la consommation, quand il y a une consommation entre minuit et 4 heures ou 5 heures, donc là, on les prend comme des débits de flux. Oui, c'est la logique parce que dans cette tranche horaire-là, logiquement, il n'y a pas de Il consommation. n'y a pas de consommation. Si on a un écoulement, c'est fort C'est possible, c'est un débit de fluide. Débit de flux. Vous avez parlé d'installation de vannes et de capteurs de pression. Elles ont été installées sur le réseau. Dans quel cadre cette installation? Là, on une demande de l'ADE pour des mesures après des allers-retours. Voilà, des allers-retours. Ils ont accepté de mettre des enregistreurs de pression. Les enregistreurs de pression. Les enregistreurs de pression, c'est les enregistreurs de l'ADE ou de l'université? Non, à l'ADE. Ils peuvent faire. Ils nous ont donné les données, les mesures de pression. Les mesures de pression. Donc ils sont fausses, ils sont intact. Non, mais. Et pour les vannes. Les vannes modulatrices. Ils ont des vannes modulatrices. D'accord. Et comment ça fonctionne, les vannes modulatrices? On offre la gestion de pression. Il y a des vannes régulatrices de pression et des vannes modulatrices. Donc les vannes régulatrices, ils travaillent pendant 24 heures où il y a une petite élévation de la pression. Par contre, les vannes modulatrices, quand la pression dépasse les 20 mètres, donc là, elles stabilisent la pression. Stabilise la pression. Elle a diminué. Elle crée une perte de charge. Une perte de charge, voilà, des perturbations. Donc, diapo 60, vous avez parlé de pression moins 35. Diapo 60. Oui. Vous avez dit qu'il y a eu une réduction de la pression à moins de 35. 35. C'est-à-dire la valeur moins de 35 ou réduction de 35 mètres? Non, les pressions à l'envers. Oui. Le bleu, quelques bleus, donc c'est 35, à peu près 35. Donc, 70. Elle était à 70 avant modulation. C'est-à-dire cette fluctuation de la pression, elle vient d'où? Voilà, la pression sur le réseau, elle monte, elle diminue. C'est un pompage ou là c'est un. Déjà, le réseau Tarna ou la région Tarna, elle est en pente. Voilà, elle est en pente. Terrain accidenté. Donc, l'adduction gît par refoulement. Oui. Peut-être les courbes de niveau. Non, juste pour savoir, parce que, bon, du point de vue technique, pourquoi ils n'utilisent pas le brise-charge? Voilà, ils gardent la pression élevée et pour la réduire. C'est-à-dire, voilà, ils utilisent d'autres techniques pour baisser la pression. Parce qu'il y a de fortes pressions, ça veut dire que ça va générer automatiquement beaucoup de fuites dans notre réseau. On va enfin dans le réseau de l'été. Ça sera une source permanente de fuite. Les réducteurs. Les réducteurs de pression, c'est une solution, mais il faut c'est-à-dire les manœuvrer, les exploiter, il y a toujours une surveillance. Et juste ma dernière question, diapo 62. La figure sur le 62. Voilà. Parce que j'arrive pas à voir les couleurs. Le graphe, d'accord. Un calibré, observé, simulé. Simulé en bleu. Donc,
Voilà. observé En rouge, en jaune et en rouge, c'est c'est calibré. calibré. Après modulation. Calibré, يعني, comment calibrer Ou à calibrer, c'est le résultat après modulation. Après modulation. Après modulation. Donc le premier, c'est observé. Donc c'est le cadre. La pression. Voilà. Le deuxième, il est simulé avant modulation et le deuxième après modulation. Après modulation. C'est-à-dire le rouge, c'est après. C'est le modèle après modulation. Après modulation. D'accord. Et vous exploitez comment cette partie-là? Donc, il y a une fête là في l'analyse تاعك. Puis dans le cas, après avoir installé la vanne de modulation, les consommations et la pression a diminué. Ouais. Donc, on constate que les débits des fuites ou les débits des fuites ont une relation avec la pression. Ce serait bien que si vous continuez à travailler avec la BE sur la mesure de pression. On va dire, je des allers-retours. Non, mais il faudrait plus approfondir plus certains aspects pour continuer votre travail. Et je vous conseille vraiment de pousser un petit peu l'analyse encore plus. Vous avez assez de résultats pour faire d'autres publications, d'autres analyses. Et moi, je vous conseille de continuer sur ce point-là. Je vous félicite pour la qualité de votre travail. Vraiment, c'est intéressant. C'est un travail pratiquement unique qu'on fasse ce genre de travaux en Algérie. De plus en plus, on travaille peu sur l'hydraulique urbaine, sur les aspects hydrauliques. On travaille beaucoup plus sur les aspects qualitatifs. Peut-être parce qu'on n'a pas accès à des données, on n'a pas de système de mesure. Ça serait bien de s'accrocher. Vous pouvez développer des petits systèmes de mesure à l'université, les manomètres. Là, on a fait un élément, on sort, on prend des mesures de pression pour caler notre modèle, les panels. Et vous pouvez développer encore. Je vous conseille de continuer à travailler sur cet axe-là, de manière générale. On lui offre, Inch'Allah. Je rends la parole à M. le Président. Sans tarder, je passe la parole à votre second examinateur, M. Zadia, de l'Université de Chicago. Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, si je partage mon gratitude avec mon collègue Hamoud d'être ici, membre de mon ex-camarade d'Albanie, et avec mes chers enseignants. Travailler, je consomme beaucoup d'informations. Ça reste quelques points, là, on va les discuter, partager, si vous avez votre conviction vers quelques questions. Bon, si je prends la page 107, 107. côté mal Doucement. Mais la thèse. L'écharpe. Voilà, l'écharpe. Oui, choisir un secteur. Ici, vous avez dit que la taille du secteur doit être variée en fonction de certaines lignes, qui ont entre 5 et 50 km. 107. Hein? Non, il faut qu'il y ait. Un écoutez pour 107. C'est 107. 107. Voilà, très bien. Allez là. Voilà.
En pratique, il a cité qu'en pratique, la taille d'un secteur varie entre 5 et 50 km. Juste pour choisir, pour servir un secteur. Donc ici, je crois que ça nécessite de rajouter une référence. Parce que ce n'est pas une conclusion, c'est un travail basé sur des conclusions antérieures. Juste, je vais discuter ce choix, si vous voulez. Donc, normalement, à la tête, ou bien, si vous voulez, quand on fait sectoriser un réseau, on met juste à l'entrée de ce secteur des appareils de mesure, comme des mètres et des manomètres. Donc, un secteur, selon ce contexte, parfois il est obéi à la typologie du réseau. Il y a un réseau ramifié, par exemple une ramification. La typologie m'oblige de choisir comme un secteur. Donc la condition de 5 ou bien 50 km, il n'est pas ici respectée. Donc ce n'est pas la peine toujours de respecter ce 5 ou bien 50 km. Pour certaines conclusions, oui. Les gens qui ont fait des études ont conclu 5-50 km, ça passe, mais parfois en pratique, c'est la typologie qui gouverne ou bien qui m'impose le choix d'un secteur. La règle 5-50 n'est pas toujours une règle à respecter. Donc, toujours à la base parce qu'on vient de soutenir la thèse de Loul. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas profité, par exemple, la sécurisation, au moins dans la partie bibliographique. Il existe notre approche qui est basée sur la théorie graphique, des graphes, très utile aussi. Elle a des inconvénients, des avantages. Dans la sectorisation, je crois que ça va enrichir le document terme. On va aller à la page 124. 124. Donc, vous avez cité ici que l'adduction aux productions de terre. Ah, je vais. Non, 124, la partie adduction aux productions. Vous avez ici cité que la production annuelle moyenne, le temps. Ma question est autour du temps de pompage. 22 heures par jour, je la trouve un petit peu exagérée. J'ai répété le calcul avec 30 litres seconde pour les parois 500, c'est-à-dire vous avez 1500, donc il nous faut juste disons 14 heures pour remplir les parois réservoirs. Donc 22 heures, c'est un petit peu exagéré. Oui. La même information, vous l'avez citée dans la page 128. Donc je crois qu'il faut revoir avec les gens de la BIE que 22 heures est exagéré. 13 heures, elle est largement suffisante pour remplir à plein les parois réservoirs de 500 mètres cubes. Oui, parce que le temps de pompage, c'est de l'argent. D'accord. Là, on a les caractéristiques fournies de la pompe. HNT et débit. Donc, normalement, classe, l'HNT est fixé, c'est réel. Et le débit qui alimente le travail réservoir, c'est fixé, c'est 30 litres seconde. Parce qu'on n'est pas en train de choisir en pompe. La pompe choisie, elle est là, elle est opérationnelle. Elle est opérationnelle. Donc 14 heures est suffisant pour remplir les trois réservoirs. Vous avez des je ne sais pas, je gagne. Bon, la page 136, je crois, c'est la même question, la même remarque évoquée par mon collègue Hamouda, l'année 2016, caractérisée par des valeurs un petit peu élevées. Vous avez donné votre réponse. La page 144. Ou bien 150, on va aller directement à 150. 150, je crois qu'il y a diapos, les indices, l'indice linéaire de consommation. Si vous avez. هنا مش مشكلة. خليها l'indice linéaire de consommation. 150. Juste 150. 150. Là, voilà. L'indice linéaire de consommation n'est qu'une autre forme de débit spécifique. C'est la même chose, juste au lieu de prendre le débit de pointe, on a pris le débit facturé. Quoi.
L'ANA, vous l'avez présenté en tant que qualité pour classifier les réseaux, Le réseau. alors qu'il porte d'autres informations. C'est un moyen très important pour juger la gestion des réseaux et aussi pour détecter les fuites. Voilà, parce que c'est par exemple, je prends de 2016 à 2017-18. Je prétends qu'il n'y a pas vraiment une extension assez grande dans le réseau. Donc le L est constant. De 2017 à 2016, 18, 19, normalement le volume facturé va être augmenté. Pourquoi? Parce que les abonnés vont être, le nombre des abonnés vont être augmentés. Donc théoriquement, le coefficient va être accentué d'une année à une autre. Si je trouve une baisse, ça signifie quoi? Que ce soit le volume facturé, et les baisser, il est impossible qu'il est baissé d'une façon qu'il chute avec une façon remarquable. Donc, si elle n'est pas chutée, parce que là, ça signifie que le volume non facturé est augmenté. Dû à quoi? Dû à des fuites ou bien, je ne sais pas, mauvaise gestion, je ne sais pas. D'accord? Donc, c'est un moyen, très bon indice, pour, si vous voulez mesurer la qualité de gestion du réseau et par la même occasion de détecter le taux de fuite à travers le taux non facturé. Pour les indices de perte, ici vous avez calculé les indices linéaires de consommation, même chose que l'indice de perte. Si vous l'avez calculé pour l'ensemble du réseau, je crois qu'il vaut mieux le calculer par secteur. Parce que vous avez fait une sectorisation, il faut calculer l'indice de perte par secteur. Voilà. Si vous avez par exemple, je vais vous donner juste un exemple là, 4, 5, 17. La moyenne, ça va vous donner une moyenne assez grande. Si je prends par exemple 4, 5, c'est la même chose. Un secteur qui ne contient pas de fuite, si je le calculais avec un secteur qui contient du fuite, ça va me donner une fausse information. Mais si je calcule des fuites uniquement dans un secteur, à ce moment-là, je peux juger et je peux cerner, si vous voulez, l'endroit où probablement j'ai des fuites. Donc il vaut mieux le calculer par secteur. La page 177, c'est ma dernière question. 177. C'est bon, voilà. Si j'ai bien compris, vous avez choisi des points à la fin du réseau, ce sont des points pilotes, là où vous avez créé des la pression est la plus élevée. Voilà. Je crois que ce choix contient des inconvénients. Le point à la fin du réseau, elle dépend, c'est le point aval, le dernier point, donc il dépend de ce qui est en amont. Parfois, la chute de pression, ce n'est pas à cause d'une fuite, mais à cause du mode de consommation en amont. En amont. Donc, ça peut vous générer des informations erronées. Le secteur, selon les choix, est basé sur l'uniformité du vie. Normalement, à l'entrée des secteurs, normalement, on doit placer des outils de mesure sur ce point-là. Donc, ça va aussi augmenter la probabilité d'avoir des informations erronées. Troisièmement, quand le réseau est ramifié, donc comme j'ai dit, il est toujours gouverné par des informations en amont. Donc tout ce qui se passe en aval, généralement, c'est la réponse et c'est de ce qui est en amont. Donc à la fin, je ne suis pas en train de modéliser, si vous voulez, le secteur, mais je suis de modéliser le mode de consommation, le tronçon qui alimente la zone avec le point, le dernier point. Donc ça ne va pas vous fournir vraiment une information. J'aurais aimé choisir, si vous me demandez mon point de vue, qu'est-ce que je vais faire ici si je n'ai pas des appareils de mesure, juste par exemple à l'entrée du secteur, ça m'a une idée de mesure. D'accord? Quelles que soient les mesures, théoriquement, je suppose que j'ai une indépendance entre les secteurs. Mais à la fin du réseau, ça va perturber, vous n'aurez pas des informations qui vous conduisent à la fin à des conclusions parfaites. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Je vais vous laisser sur l'effort que vous avez déployé. C'était honoré d'être là pour discuter vos résultats et avec mes collègues. Donc, je donne la parole à M. Juste un commentaire par rapport à ce qui est
quel est le nombre de points de mesure de pression qu'on doit avoir dans un secteur où il y a un point à 2 points, c'est très peu. On a les équipements, consommation domestique. Bon, je vous conseille de développer vos instruments. Je peux vous donner des astuces, c'est très élémentaire, c'est un peu de travail. Non, on a travaillé avec les moyens de bord. Vraiment, c'était très difficile. مش على ديوت عقال ما يعني قال بدون لي دوني مش القضية عقال ما لي زاد كل تاعنا بالك شوي كاتاستروفي. يعني كما قالها عرفت بيان فراز قالها ستاد مصوري في مصر لو ماجستير. قال pourquoi on ne donne pas des informations là en France. C'est pour cacher la responsabilité. C'est quand on fait un fait en Algérie, c'est pour cacher la responsabilité. C'est-à-dire avoir l'information pour trouver une solution, مش pour incriminer tel organisme. Ça ne sert à rien. Je peux vous donner quelques avis pour développer des instruments de mesure. J'aimerais bien que vous continuiez l'accès. Parce qu'on a travaillé un petit peu sur ça, on a développé des petits outils. On a l'Internet, lui, la mesure de pression. Ceux qui vendent l'équipement de cambouis. Avec les petites mesures, on a fait des chars en cas, on a fait un lien par ça, et on a présenté. J'aimerais bien que vous continuiez sur ça. Je vous encourage. Je passe la parole à votre directeur de thèse. Je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que c'est une journée exceptionnelle pour moi de me retrouver parmi mes étudiants. Le premier, c'est le professeur Boutalan, le deuxième, professeur Larmia, et docteur Dorben. Ça, c'est pour moi déjà une grande fierté. Aussi, Monsieur le Président, quelques mots à dire chez les réunions. Donc, sont appelés. Donc, je vous félicite pour la clarté de votre exposé. Néanmoins, j'essaie de faire une synthèse sur les questions qui ont été posées. Donc, M. Boutalan vous a félicité pour la qualité de votre exposé et la partie orale qui était parfaite, témoignant de votre expérience d'enseignante durant une dizaine d'années au sein du département. Donc, aussi, il a fait une remarque que je tiens à renouveler et dire que vous avez utilisé une partie bibliographique aussi importante que la partie légiférale discussion. Et cela, vous pouvez vous poser un problème avec le nouveau logiciel que j'utilise maintenant. Donc, plus tu écris, plus tu comptabilises. C'est une machine. Donc, la redondance des mots ça va se poser un problème. Donc, il faut limiter l'encadrement, le travail. On essaie de réduire toujours la partie théorique. Car c'est des mots qui se répètent, ça risque de créer des problèmes. Il a aussi évoqué certaines fautes de frappe au niveau de votre résumé, certaines valeurs comme la valeur du débit d'incendie. Et comme il a aussi signalé certaines remarques de Ford concernant les résultats qui figurent dans les tableaux et qui figurent aussi dans les figures, il faut omettre ça. Il a posé quelques questions concernant la quantification des pertes. Aussi cette question qui a été reposée par M. Zradnia concernant aussi la valeur de l'année 2016 où il y a un grand volume d'eau produite. Ils ont posé la question sur ce volume de janvier, février et mars. C'est une anomalie. Donc le problème ici en modélisation en Algérie, moi aussi je travaille sur cette partie de la modélisation, on n'a pas des données fiables. Donc dans votre travail, on sépare la quantité d'eau produite et la quantité d'eau qui arrive au consommateur. Donc la majorité des compteurs de consommateurs, moi mon compteur chez moi à la maison ne fonctionne pas. Je paye l'eau forfaitaire.
Donc, si les compteurs étaient à jour, donc vous pouvez même prendre les données des compteurs et prendre des valeurs de l'eau produite si elle est réelle, et vous pouvez faire un travail en ce sens, malgré que le réseau est réduit. Une dernière question concernant la cote du point critique. Là, vous avez la cote, Z. Non, Z, elle est à côté. Parce que c'est en amont, là-bas. Donc, هي implémentée et مخرجة. Donc, si c'est en aval, donc c'est un point moyen, les autres راح يتنوفي. Donc maintenant, je rejoins la critique qu'ils ont formulée. Il fallait diversifier les points pour pouvoir avoir un bon modèle. Le plus défavorable. Donc, c'est bientôt 7 heures, on est fatigué. Donc, on va se réunir pour délibérer. Donc, on diminue ce soir. Donc, merci. De la thèse de Madame Corbelli, le jury vous déclare digne du doctorat thèse sciences en génie civil avec la mention des honorables et félicitations du jury.